Donc, encore une fois, bienvenue à ce webinaire dédié à la mise en œuvre des matériaux de réemploi. On parle souvent beaucoup de diagnostic et de freins, etc. Et là, aujourd'hui, on avait envie de vous proposer un exemple qui a concrètement mis en œuvre des matériaux de réemploi pour vous montrer que c'est possible et vous inspirer. Ce webinaire, il fait partie d'un cycle de 3 webinaires organisés par le pôle énergie. Donc, c'est le 3e et dernier. Tous ces webinaires seront disponibles en replay. Pour ce webinaire, nous allons nous appuyer sur l'exemple du bureau du CEDRE. C'est un projet à Paris-le-Monial qui est actuellement en cours de finalisation. C'est en phase de fin de chantier. Nous allons nous appuyer dessus pour voir comment concrètement on peut mettre en œuvre des matériaux de réemploi et voir justement quelle est l'adaptation qu'on doit faire de la conception architecturale. Je vais peut-être aussi changer mes slides. Comment on fait pour fixer un objectif réaliste d'intégration de matériaux? Comment on fait pour s'approvisionner des matériaux? On ne peut pas aller les acheter dans les grandes surfaces encore. Et justement, comment est-ce qu'on prépare le chantier et comment est-ce qu'on doit faire pour le suivre, pour s'assurer que les objectifs initiaux sont atteints? Et puis finalement, pour ce chantier très ambitieux et vertueux, quel est le bilan final en matière de matériaux? Donc, vous avez remarqué que vos caméras et vos micros sont coupés. On laisse la parole à nos intervenants du jour. Vous pouvez tout au long du webinaire poser vos questions dans le chat. Et le replay ainsi que le support de présentation seront disponibles sur le site du pôle énergie après. Je vais me présenter avant de laisser la parole aux intervenants. Donc, je m'appelle Lina Bourgeois, je travaille au pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté. Le pôle énergie est le centre régional, le centre de ressources régionales dédié aux bâtiments durables. Donc, nous sommes là pour accompagner les professionnels du bâtiment dans le cadre de la transition énergétique. On fait ça de plusieurs façons, par des formations. On mobilise les professionnels autour de différentes thématiques, comme le réemploi. On accompagne les professionnels de différentes façons et surtout, on mène des actions de sensibilisation et d'information, comme le webinaire aujourd'hui. Le pôle énergie est financé par la région Bourgogne-Franche-Comté, l'ADEME et l'ARF, et nous faisons partie du réseau bâtiment durable qui fédère l'ensemble des centres de ressources en France. Donc, j'accueille avec plaisir les 2 intervenants d'aujourd'hui. Donc, Julie Ergot, tu es architecte et une des associées de l'atelier Ergot et Farabosque. Et Théophile, tu es chargé d'études au sein de Boby Réemploi. Je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps, mais je vais vous donner la parole et vous propose de vous présenter ainsi que vos structures. Donc, Julie, si tu veux bien commencer. Donc, il faut que tu ouvres ton microphone, Julie. Effectivement, avec le micro, ça fonctionnera mieux. Bonjour à tous. Donc, nous sommes d'une agence d'archi, on se dit architecte rural, puisqu'on intervient effectivement 1 heure autour de Mâcon et Villefranche-sur-Saône, en marché privé et sur les types de construction du scolaire, des bureaux, du médical, des scieries aussi. Voilà, on a l'habitude d'utiliser des matériaux de filière la plus courte possible, le moins transformé possible, et de faire nos conceptions en fonction des ressources disponibles sur le territoire, que ce soit du neuf ou du réemploi. Très bien, Lina, merci. c'est bon? Oui, c'est bon d'introduire de présentation. Théo, je te passe la parole pour présenter Boby. Bien sûr. Bonjour à tous et toutes. Boby Réemploi, c'est un bureau d'études qui a vocation à développer des démarches de réemploi dans la région Aura et Bourgogne-Franche-Comté. On agit autant sur des projets de déconstruction au niveau du diagnostic, puis au travers d'AMO pour concrétiser le réemploi des matériaux diagnostiqués, que sur de la conception avec du sourcing de matériaux, des études de faisabilité, des qualifications techniques,
dont on aura la possibilité de discuter en détail au cours de cette présentation, puisque c'est un projet de conception qui sera traité, et aussi des expertises donc, sur des projets un peu plus spécifiques ou plus généraux qui traitent de réemploi à grande échelle, on pourrait dire. Super, merci beaucoup. Donc vous êtes bien sûr, pour la performance réemploi les 2 acteurs clés, de ce projet. Donc Julie, je vais te proposer de commencer pour nous exposer, ce projet d'extension des bureaux du CEDRE et quelle a été ta démarche pour, adapter la conception à l'objectif de réemploi? Comment intégrer le réemploi à la conception? Oui. Alors, dans ce que je n'ai pas dit dans notre présentation, c'est que tous nos bâtiments sont passifs ou quasiment bioclimatiques. On ne parle pas de bâtiments positifs parce qu'effectivement, on fait du passif sur lequel on vient mettre du solaire. Donc, c'est en fait par rapport à ces références-là et cette méthode de travail-là que le maître d'ouvrage est arrivé sur l'équipe Terranergie plus nous, qui est notre bureau fluide habituel et qui fait des bâtiments passifs low-tech et le plus simple et empli de bon sens depuis 20 ans. Donc le maître d'ouvrage est venu à nous effectivement pour nos références, donc avec cette volonté de faire un bâtiment qui soit exemplaire, notamment parce que c'est un groupement d'achat qui a 12 000 adhérents et qui est une entreprise à mission et qui veut vraiment inciter les gens à consommer moins, consommer mieux, acheter mieux. Donc le fait de faire leur bâtiment dans un respect environnemental fort était important au niveau du message qu'ils allaient renvoyer auprès de leurs 12 000 adhérents. Donc voilà, l'enjeu était effectivement d'ampleur et on a adoré travailler avec ce maître d'ouvrage sincèrement engagé et où il y a zéro greenwashing dans la démarche. Donc c'est un bâtiment de bureau de 1200 mètres carrés, c'est une extension qui vient sur leur site actuel, hein. Le siège social est à Paray-le-Monial. C'est génial pour une ville rurale de garder un employeur qui va grossir et qui va rester implanté sur le site. Donc en gros, il y a environ 200 collaborateurs sur le site. On peut peut-être passer les slides, notamment de localisation. Voilà, donc là, c'est la composition de Ah l'équipe pardon, j'étais trop de maîtrise j'étais trop d'œuvre. j'étais Ah, trop pardon. rapide. Oh là là, il y a ma souris qui bug évidemment. Attends, ça va se stabiliser. Je vais passer au clavier. Ça Allez, va c'est aller tout mieux. bon. Donc Paray-le-Monial, effectivement, est en Saône-et-Loire, donc au nord de Lyon, si on parle à une échelle nationale. Et donc, on est dans un tissu quand même relativement rural. Et le fait effectivement d'optimiser un tellement foncier pour qu'une entreprise puisse rester sur sa commune de départ et sur le bassin d'emploi, enfin de permettre d'avoir plus d'emplois sur ce territoire est important. Donc la réponse du bâtiment compact, qui pour nous est thermiquement optimal, a aussi une logique de territoire par rapport à l'implantation de cette entreprise. Sur la slide suivante, on voit donc l'implantation du projet. Alors, ça, c'était celle d'avant, mais c'est pas grave. Voilà, sur cette slide-là, on a l'implantation du projet dans Paray-le-Monial. Donc, on a l'immense plaisir d'être juste derrière la basilique du XIIe siècle. Il n'y a que les jardins de la basilique entre notre opération et cet édifice remarquable, qui est bien évidemment en pierre de Bourgogne. Et donc, dans le projet, et donc dans nos matériaux locaux et faiblement transformés, on a effectivement également utilisé de la pierre. Donc ce bâtiment compact passif est fait de murs périphériques en ossature bois. Je vais pas dire local derrière chaque mot, mais vous l'avez compris, c'est le cas. Donc ossature bois local. On a du béton de chanvre en remplissage des murs. Donc on a des murs d'une épaisseur totale de 30 cm dans lequel on n'a pas de membrane par vapeur, pas de membrane par pluie, pas de lame d'air, pas de doublage.
parce qu'on est dans une conception aussi cradle to cradle, c'est-à-dire qu'on conçoit au départ en se questionnant sur comment est-ce qu'on va déconstruire ce bâtiment en fin de vie et quels matériaux vont pouvoir être réemployés. Et la façon dont on met en œuvre au début détermine le fait que le matériau va être réemployable à la fin ou pas. Donc là, on parle effectivement sur ce webinaire de comment mettre en œuvre le réemploi dans son bâtiment. Mais si on veut même aller au-delà de ça, on peut aussi voir comment on met ces matériaux neufs et de réemploi en œuvre pour qu'ils puissent avoir encore une autre vie en fin de vie, qu'on espère le plus loin possible. Hein. La basilique, elle est du XIIe siècle, hein, donc on peut être optimiste. On ne construit pas pour 10 ans, donc la garantie décennale est importante, mais c'est vraiment pas comme ça qu'on raisonne nos bâtiments. Ils doivent tenir bien évidemment beaucoup plus longtemps que ça. Voilà, là ça reprend effectivement. Donc là c'est le visuel, donc architecturalement parlant, on vient en continuité d'un bâtiment qu'on appelle les haras, qui étaient les anciens haras royaux pas royaux, mais les anciens haras de Paray-le-Monial, qu'on voit sur la gauche, là, au niveau de la vue 3D. Donc, le nouveau bâtiment, en R+2, là, reprend vraiment cette architecture au niveau de ses linteaux cintrés, de ses habillages briques, des corniches en séparation de murs intermédiaires, au niveau des planchers intermédiaires, pardon. Voilà. Pour cette vue. Donc voilà, là c'est l'implantation sur le site. Donc tout ça, tout ce qu'on voit là, ce sont les bâtiments du maître d'ouvrage, qui a déjà 1500 mètres carrés. Donc on voit que c'est très étalé, il y a des choses de plein pied, il y en a un petit peu en R+1, un petit peu en R+2. Donc on voit qu'on vient mettre quelque chose de beaucoup plus compact, où en fait avec notre emprise rouge, là en bas à droite, on vient mettre 1200 mètres carrés et on les a implantés pour qu'ils puissent venir en plus rajouter 1200 mètres carrés en continuité, tout en restant sur son tènement foncier. Voilà, donc on essaye qu'il y ait le plus d'éclairage naturel possible, qu'il y ait un bon confort thermique à l'intérieur. On a les murs de refend qui sont en pierre massive, donc en pierre de Bourgogne d'épaisseur 30 cm. Donc entre le béton de chanvre, la pierre massive, la paille en toiture, on a un bâtiment qui est naturellement assez bien climatisé, si je peux me permettre d'utiliser ce terme. Et après, donc au niveau de la disposition, je crois qu'on a le plan sur la planche d'après, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Donc quand on vient concevoir le bâtiment, quand on vient dimensionner nos portées, nos largeurs entre murs périphériques et murs de refend, on le fait vraiment en fonction des matériaux qu'on va utiliser pour rester dans de la section standard, dans de l'optimisation structurelle. Je parle de la structure parce que on a des éléments de réemploi en structure. On a des poteaux, on a des solives qui viennent d'un préau qui a été démonté à Caluire. Théophile va nous expliquer après comment est-ce que ce préau de Caluire est arrivé jusqu'à Paray-le-Monial. Voilà, sur la slide d'après, je crois qu'on a la coupe transversale. Voilà, donc là, effectivement, on a pas mal de contraintes, beaucoup de contraintes acoustiques, hein, puisque les bureaux sont des locaux très, très calmes, donc il faut faire attention à ne pas avoir de pont phonique et à avoir suffisamment de masse. Donc là, qu'on soit en matériaux neufs ou réemploi, ça ne change rien au détail de conception et après surtout de mise en œuvre. Voilà, on a quelques chiffres clés, effectivement, là sur la droite de cette slide, notamment le fait que ce bâtiment sort à moins de 2000 € du mètre carré. Donc pour un bâtiment E3C2 avec des matériaux, alors qu'on dit noble, faut faire attention quand on utilise ce terme, parce que quand on dit ça, les gens ont tendance à penser que du coup c'est plus cher. Sauf que quand par exemple vous mettez un mur en pierre, du coup dessus vous ne rajoutez rien. Donc vous n'avez pas de doublage, vous n'avez pas de placo, vous n'avez pas de peinture, on n'a pas forcément de plainte en pied. Donc au final, ce matériau ne revient pas si cher que ça. Et par contre, en termes de qualité d'air intérieur,
Là, on a des bois apparents qui sont en Douglas, donc non traités. On a cette pierre massive. Au sol, au rez-de-chaussée, on a de la pierre de Bourgogne. Dans les étages, on a de la moquette de réemploi. Donc en termes effectivement de quantité de COV, de formaldéhyde, on est assez faible. Et ça se ressent, hein, même là en chantier, dès qu'on rentre dans le bâtiment. Lina, tu en parlais tout à l'heure quand Oui, je on confirme, on préparait. a eu la chance de organiser une visite de chantier il y a 2 semaines et vraiment, ça m'a frappé dans le bâtiment. Il y a euh, une, une absence d'odeur, je peux pas le, le dire autrement, et puis une ambiance qui vient par les matériaux que je qualifierais quand même de nobles, la pierre, le bois, qui Voilà. fait que l'ambiance est tout à fait particulière dans le bâtiment. On continue? Oui. Donc, j'ai mis cette carte pour faire un parallèle après avec la carte que vous verrez sur le réemploi. Ça, c'est notre façon habituelle de travailler en essayant d'être effectivement le plus local possible. Là, par exemple, on voit que donc le chantier est le point rose. Et dans les autres matériaux, on a effectivement tout ce qui tourne autour du bois, du biosourcé en marron et du géosourcé en gris. On voit que nos murs ont été fabriqués relativement loin. On s'est vraiment posé la question de dire, OK, ça génère combien de camions? Est-ce qu'on n'a pas une solution plus proche ou pas? Donc en faisant le calcul, on a dit, OK, on se permet de faire transiter 7 camions pour faire venir les murs. Donc on a un camion qui a monté les bois chez Wallup et les 7 camions qui ont redescendu les murs sur le chantier au fur et à mesure des étages. Et donc après, c'est la même démarche qui est faite au niveau du réemploi. De trouver le matériau, mais aussi de se poser la question de il vient d'où et du coup je fais faire quoi comme trajet. Voilà. Et donc, du coup, tu vas nous expliquer justement comment le fait d'avoir intégré le matériau de réemploi, comment tu t'y es pris, euh, est-ce que ça change le métier de l'architecte? Est-ce qu'il faut raisonner différemment? Quelle a été la démarche, hein? Alors, j'ai envie de dire pour notre façon de faire, où ça fait 10 ans qu'on est habitué à partir de la matière. Alors, on part du besoin du client, bien évidemment, du terrain, des règles du PLU. Ça, c'est un état de fait, ça change pas. Mais nous, on est habitué à partir de la matière pour concevoir. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été un exercice trop compliqué parce qu'on a l'habitude, effectivement, de laisser ces portes ouvertes de figer les choses, mais sans trop les filer non plus, de prévenir le maître d'ouvrage pour lui dire, bah, effectivement, on va s'adapter aux ressources qu'on va trouver. Est-ce que Théophile, tu veux embrayer Oui, du coup oui, tout à fait. Non, bah, c'était très agréable d'avoir cette ouverture encore de la part tant de la maîtrise d'ouvrage que de la maîtrise d'œuvre qui nous ont permis, dans un premier temps, de proposer des ressources. Il faut savoir que c'était un territoire qu'on connaissait encore assez peu en termes de réseau de réemploi, donc il a fallu découvrir un peu quels étaient les acteurs et qu'à partir de là, on a pu concevoir des premières listes de matériaux qui avaient un potentiel d'être intégrés dans ce projet et que ces listes ont été très bien reçues par la maîtrise d'œuvre et d'ouvrage qui, à la fois, ont énoncé avec beaucoup de clarté ce qui serait écarté dès le début par rapport à la qualité et aux attentes du projet, hein. Julie a cité les nombreuses vertus de cette extension de bureau. Et donc, il y avait plein de matériaux qu'on avait identifiés dans un premier temps qui n'avaient pas forcément leur place. Mais toute une série d'autres matériaux qui, eux, pouvaient tout à fait s'intégrer à ce projet. Et donc, ça a été beaucoup d'échanges au début pour savoir, d'une part, quels étaient les matériaux disponibles et d'autre part, quels étaient les matériaux intégrables. Donc, on poursuit sur justement, quels étaient les matériaux disponibles? Les matériaux disponibles, ben, on a fait, je pense, circuler 3 ou 4 catalogues à chaque fois qui faisaient entre 20 et 30 pages, qui reprenaient à chaque fois certains matériaux qui avaient déjà été identifiés par le passé, mais qui venaient proposer de nouveaux matériaux prospectés en réemploi ben, pour proposer des éléments qui pouvaient s'adapter au projet.
Et cette recherche, elle a été continue tout au long du projet, même après le début du chantier, au final, pour toujours pouvoir proposer plus de matériaux, plus de ressources, de réemploi, tout en s'adaptant au projet. Plus on avançait, plus on avait une idée claire de ce qu'on cherchait, et plus on avait une idée claire de ce qu'on cherchait, plus on était capable de trouver quelque chose d'adapté et pertinent pour ce projet. Julie, tu veux compléter du coup sur ce qui a été pu être intégré Oui, au final? donc là, sur ces vues 3D, on voit donc tout ce qui va être moquette, donc sur les trois niveaux, donc en partie au rez-de-chaussée, mais sur l'intégralité des niveaux du R+1 et du R+2. On a donc ces dalles de moquette qui sont en réemploi. On a l'intégralité des portes intérieures, des vitrages intérieurs. On a beaucoup de vitrages intérieurs dans ces bureaux, qui est une pratique que le maître d'ouvrage a l'habitude d'avoir sur ses locaux existants. Donc, il voulait vraiment continuer un même fonctionnement. Donc, tout ce qui est vitrage intérieur, porte intérieure. Quand je dis porte, c'est y compris la quincaillerie, les poignées. Les cadres, par contre, sont neufs, ont été faits par le menuisier. On a toutes les dalles de plafond. Donc, on a quelques plafonds démontables. On le voit sur la vue qui est à droite, là, sur cette slide. On voit au fond du plafond démontable qu'on a dans la zone sanitaire et technique, où là, on a beaucoup de fluide en plafond. Mais tous les autres plafonds que vous voyez en bois, on est effectivement pareil sur de la dalle minérale de réemploi à l'intérieur. Et les cadres en bois et les tasseaux sont des matériaux, ce sont des sous-produits de scierie. Donc, on a travaillé avec une scierie pour qu'ils arrêtent de broyer ces tasseaux et pour qu'on leur donne effectivement une issue, notamment, donc là c'est du Douglas, donc en utilisant notamment les bois blancs qui sont souvent pas demandés, laissés de côté, puisque dans le Douglas, ce qu'on demande, c'est du hors-aubier, à tort, puisqu'il y a plein d'endroits où l'aubier peut convenir. L'aubier, c'est la partie blanche qui est autour et qui, du coup, n'a pas la même classe d'emploi que le rouge. On verra à la fin des photos, vu que ça a été mis en œuvre. Les cloisons amovibles qu'on voit sur la vue en haut à gauche, pareil, sont en réemploi. Donc là, on est effectivement la cloison amovible. Vous savez, c'est la cloison avec des rails. Donc on a les panneaux, les vitres, les portes, l'isolant qui est dedans, même la barrière acoustique. Tout ça, c'est du réemploi. On a essayé les marches d'escalier aussi, mais là, effectivement, il fallait garantir la portance, la résistance structurelle de la marche. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu prouver. Donc, on a changé notre fusil d'épaule pour l'escalier. Donc, j'ai dit avant qu'on avait donc les solives, enfin une partie des solives, les poteaux de l'escalier. On a un local de roue qui vient à l'extérieur, donc qui lui, pareil, est en réemploi. J'essaie de regarder les slides. Alors là, on n'en voit pas sur ces vues 3D, mais on a tous les éléments sanitaires. Je crois qu'on a une liste sur une slide pas très loin d'ici. De toute façon, on va y venir en déroulant le webinaire, parce qu'on va prendre un peu l'étape revenir Parce au que je début crois du que chantier. ouais, on a une Justement, liste comment avec on les fait avant de objectifs. venir au résultat final, voir justement comment on fait pour fixer un objectif de réemploi et quels étaient les objectifs de ce chantier. Parce qu'ils étaient ambitieux, mais aussi l'équipe a su relever le défi de respecter un peu plus que ça, je pense, Un petit peu plus, ouais. les objectifs. Donc, du coup, je propose de te laisser la parole, Théophile, pour voir justement quelle est la démarche pour fixer un objectif, enfin, quelle a été votre démarche pour fixer un objectif de réemploi et justement quels sont les objectifs qui ont été retenus par l'équipe et par le maître d'ouvrage. Tout à fait. Ben, j'en avais parlé un petit peu au moment où on parlait d'adapter la conception et donc les matériaux recherchés au projet. C'est un processus qui a été assez cyclique au final, qu'on était aussi en train de chercher, parce qu'on reste sur une démarche qui est innovante. Donc, c'est un processus qui s'invente aussi avec le projet, où j'ai envie de dire qu'au début, ben, il a fallu qu'on prenne connaissance du projet et du territoire, qu'on explore un peu ces deux valeurs. Pour proposer des premiers catalogues, la maîtrise d'ouvrage a arbitré
assez clairement sur ces premières propositions, dans lesquelles au début on est aussi venu avec quelques références de réemploi, de mise en œuvre, surtout par du détournement d'usage. Mais aujourd'hui, celle qui circule le plus dans ces exemples de réemploi, j'ai envie de dire, c'est beaucoup de références qui bricolent un peu avec ces ressources. Et assez rapidement, on nous a dit que ça ne convenait pas pour le projet qui recherchait quelque chose d'assez noble, assez esthétique, confortable pour les utilisateurs. Et du coup, on s'est beaucoup plus aligné sur comment trouver des matériaux de bureaux d'aujourd'hui pour concevoir des bureaux d'aujourd'hui, de demain, mais de rester sur des matériaux relativement classiques, au-delà des grosses ambitions biosourcées, géosourcées du projet. À partir des matériaux et de l'arbitrage de la maîtrise d'ouvrage, il y a une première adaptation du projet qui nous a permis de définir un cahier des charges pour le sourcing, à savoir les propriétés techniques et esthétiques des matériaux qui pouvaient répondre les propriétés nécessaires pour qu'un matériau sourcé puisse répondre aux attentes du projet. À partir de là, on a poursuivi notre recherche de gisements. On a rédigé de nouveaux catalogues basés sur ces projets. Une nouvelle série d'arbitrage et d'adaptation du projet nous ont permis d'en venir aux objectifs réalisables d'intégration de matériaux en réemploi sur ce projet. On peut peut-être juste revenir, Théophile, sur la mission, le rôle de Oui, Bobby tout à fait. Réemploi. Du coup, vous êtes bureau d'études réemploi, vous pouvez prendre plein de casquettes différentes. Donc justement, la casquette qui était la vôtre dans le cadre de ce projet, c'était laquelle? D'accompagner la conception du projet. Ça commençait par le sourcing, comme on en a parlé là. Puis la définition du cahier des charges qui permettrait de concevoir avec ces matériaux. À partir de là, de définir les protocoles nécessaires, donc le traitement des ressources identifiées pour qu'elles soient adaptées à la repose dans ce projet d'extension de bureau. Une poursuite du sourcing tout au long du projet. Un accompagnement dans la rédaction des pièces marché pour que tous ces points de protocole et de cahier des charges soient intégrés aux consultations, puis un suivi en phase de travaux et enfin un bilan qui viendra à la fin de la réalisation. Dans les grandes lignes, c'est notre mission. Dans le détail, on aura l'occasion de revenir dessus au cours de cette présentation, de ce webinaire. Très bien. Est-ce que tu souhaites que je change de slide? Oui, on peut passer à la slide suivante, qui montre les premiers objectifs qui avaient été fixés, avec notamment un peu en marge du sujet du réemploi, un gros objectif de recyclage là où c'était aussi possible, au niveau des couches de forme et des sous-couches qui peuvent être adoptées du granulat recyclé. Puis en plongeant dans le réemploi, donc un objectif qui avait été placé autour des 50% sur plusieurs sujets, sur lesquels les discussions étaient encore en cours, notamment pour tout ce qui était aménagement extérieur, pour tout ce qui était lot de second œuvre en intérieur, donc cloisons, revêtement de sol, de murs, de plafond, avec les cloisons amovibles dont avait parlé Julie, au niveau des sols de la moquette, quelques sols souples et du carrelage qui viendront compléter cela, et au niveau des plafonds et des dalles de plafond acoustiques et les panneaux sylvacoustiques qui sont un produit qui sera assez intéressant, sur lequel on reviendra sur une prochaine slide, et sur les équipements techniques, donc tout ce qui est sanitaire en céramique, un objectif sur les radiateurs, et une volonté aussi d'intégrer certains équipements électriques, où là, on a préféré pas trop s'avancer au début du projet, puisque c'est un sujet sur lequel il y a des enjeux assurantiels qui peuvent être assez complexes et outrepassés. Donc, des objectifs qui, comme cela, n'étaient pas forcément très spécifiques sur est-ce que ça représentait une masse, est-ce que ça représentait 1% de travaux. Au final, à ce moment-là, même nous, on ne savait pas forcément comment allait être approché le réemploi sur l'ensemble de l'opération. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on utilise souvent des éléments comme le montant travaux ou le bilan carbone pour définir ces objectifs. Mais au final, c'est des objectifs qui
que ce soit en masse, en surface utilisée, seront plutôt dépassés avec d'autres gisements qui auront pu être identifiés sur l'avancée de la conception et sur toute la partie chantier de cette opération. Est-ce que par rapport aux objectifs, c'est bon pour toi? Pour moi, c'est bon, on peut passer sur le sujet Dans la de partie Tu peux approvisionnement, rajouter parce que peut-être c'est juste pas... une phrase sur les objectifs, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur la demande du maître d'ouvrage. Il y a des fois, effectivement, où on veut exprimer que c'est du réemploi. Là, le maître d'ouvrage voulait qu'on ne voie pas que ce soit du réemploi pour montrer qu'on pouvait faire un aspect aussi propre et aussi neuf que si c'était du neuf. Voilà, je voulais juste rajouter cette petite phrase qu'effectivement, dans les gisements identifiés par Bobby, ça avait une vraie incidence de dire je veux montrer cet aspect de réemploi ou pas. Donc, on va pas, merci Julie pour ce complément. On va passer à la partie approvisionnement parce que c'est pas le tout de se fixer des objectifs. Après, il faut, faut les honorer, il faut aller chercher les matériaux. Donc, du coup, quelle a été votre démarche sur ce territoire inconnu pour vous? La démarche a été assez expérimentale au début, à la suite des réunions de chantier, de conception qu'on a pu avoir. On parcourait le territoire en voiture et même à ce moment-là, on essayait de voir est-ce qu'il n'y a pas des matériaux par ici, une déconstruction par là. On a été visiter des plateformes de matériaux anciens. Au final, où est-ce qu'on trouve ces matériaux? C'est auprès d'acteurs spécialisés dans le réemploi. Des plateformes physiques comme numériques, donc plateformes physiques et notamment tout ce qui est revente de matériaux anciens, très présent en Bourgogne, mais aussi des matériothèques, comme ça a été le sujet du dernier webinaire, qui est en train déjà de se mettre en place et avec lesquels on a pu échanger. Les déconstructions, mais pour savoir qu'est-ce qui est déconstruit, il faut commencer à avoir un réseau d'acteurs sur le site. Alors, on commence à avoir de premiers projets aussi avec certains bailleurs et d'autres maîtrises d'ouvrage dans les environs, ce qui nous a permis d'identifier certains gisements de cette manière aussi. On a trouvé, on nous a proposé des stocks d'entreprise. Alors ça, c'est quelque chose qui est beaucoup venu à partir du moment où l'entreprise FlexOff, qui a pris le rôle, qui posera les cloisons et la moquette sur le projet, s'est joint aux entreprises de travaux. C'est une entreprise qui fait autant de la déconstruction que de la construction et qui, du coup, crée son stock pour de la construction à partir de projets de déconstruction de dépôts soignés. Donc, spécialisé dans la cloison amovible, ce sont ces gisements qui seront proposés, qui seront posés sur le cèdre. Mais au-delà de ça, il a aussi pu proposer tout un stock de faux plafonds, notamment celui qui sera utilisé au sein des panneaux sylvacoustiques. C'est donc ces panneaux qui utilisent à la fois des chutes de production, cet assaut normalement non exploité qu'évoquait Julie plus tôt, et pour compléter leur performance acoustique, sont combinés avec des dalles de faux plafond, toutes issues de réemploi. Enfin, pour des matériaux sur lesquels il y a plus de complexité, soit sur la dépose, soit sur les questions assurantielles à la pose, on se retourne plus vers des fins de série et des défauts de production, donc pour tout ce qui sera, ou des erreurs de commande, notamment pour tout ce qui sera carrelage, faïence dans les locaux sanitaires très exposés à l'humidité, et sur une partie des équipements électriques. Donc le réseau est un élément essentiel pour cette phase de sourcing ou bien d'identification des matériaux, et c'est quelque chose sa construction a été aussi un processus parallèle tout au long de la conception et des travaux sur le projet. Ouais, parce que je pense que le sourcing, même en fin de chantier, là, ça continue sur certains éléments. On est sur C'est-à-dire les qu'il y a des éléments points... ouais, on est sur les éléments sanitaires en ce moment, là, sur le fait de Ouais, c'est valider la ça. commande des éléments sanitaires. Ouais. Au final, il y a certains matériaux pour lesquels on a souhaité se précipiter, de peur qu'on n'ait pas un stock suffisant en début de travaux. Au final, via les stocks des entreprises, on a eu relativement peu d'inquiétude pour alimenter le projet.
Et sur certains éléments où le stock est plus stable aujourd'hui, notamment ce qui est équipement sanitaire, et aussi pour d'autres éléments tels que les fins de série qui sont continuellement reproduites dans certaines filières, il y avait moins vocation à devoir se précipiter sur ces gisements pour être sûr de pouvoir les poser au moment des travaux. Les 2 photos qu'on voit là, par exemple, les luminaires, c'est des choses effectivement qui ont été bloquées assez tôt. Parce qu'il faut aussi que le modèle convienne au maître d'ouvrage, la quantité, la dimension, et le préau de caluire qu'on voit effectivement à gauche. Au-delà du fait que la charpente arrive tôt dans la démarche du chantier, les charpentes, pour le coup, ça, c'est quand même plus compliqué à avoir en réemploi. Donc, quand il y a une occasion qui se présente comme ça, là, ça a été démonté, transporté et on l'a mis de côté. On a une entreprise partenaire qui nous a effectivement permis de stocker cette charpente en attendant de l'utiliser. Et du coup, le charpentier s'est déplacé dans cet endroit de stockage pour voir les pièces qu'il allait utiliser. Il a pris celles, effectivement, qui étaient structurellement viables, et les autres, elles sont utilisées par le terrassier pour les aménagements extérieurs, puisqu'il n'y a pas d'enjeu structurel dessus. À Donc savoir que concrètement, pardon. À savoir que ça a été une belle opportunité aussi parce que bon, c'est nous qui accompagnons, qui accompagnons la maîtrise d'ouvrage sur la déconstruction de ce préau et que c'était des éléments qui avaient été posés relativement récemment et pour lesquels on avait les DOE. Et que pour une repose d'éléments structurels, pour les justifier auprès du contrôleur technique, ça nous a donné un grand levier de pouvoir exploiter cette ressource pour laquelle on avait le contrôle du début à sa repose sur le CENR. Donc vous avez mis en réseau vos propres projets, en fait, en complément du Oui, réseau. oui, oui. Ben, au final, c'est surtout des gisements externes qui vont venir alimenter, mais il n'y a pas de raison qu'on fasse Oui. pas une mise en Et du réseau coup, avec nos projets aussi. une question concrètement, qui acquiert les matériaux qui vont être mis en œuvre? C'est l'entreprise de chaque lot ou c'est le maître d'ouvrage? Comment ça se passe? C'est une très bonne question. C'est les entreprises qui acquièrent les matériaux et qui sont financées en direct par la maîtrise d'ouvrage pour l'acquisition de ces matériaux. À savoir que la question d'une acquisition par la maîtrise d'ouvrage a été écartée par la dommage d'ouvrage et que du coup, on a souhaité fonctionner de cette manière. Ça a demandé aussi une grosse adaptation de la part des entreprises, puisque c'est une démarche, elles ont dû par moment s'acquérir d'un matériau qu'elles n'avaient pas forcément pu voir auparavant. Et même si ça a poussé, des fois c'était de longues discussions, on a eu de la chance d'avoir des entreprises qui ont accepté de démarcher de cette manière, et Oui. ce qui nous permettra de poser ces matériaux. Au final, ce qu'on en retient, c'est qu'il y a beaucoup de discussions à avoir en amont pour bien faire comprendre aux entreprises les enjeux. Mais pour comprendre ces enjeux, ben, faut les connaître, et c'est vrai que c'est là-dessus qu'il y a beaucoup de choses, qu'on a pu apprendre beaucoup de choses avec ce projet. Ouais. Faut vraiment être aux côtés des entreprises, effectivement, pour qu'elles prennent pas peur. Déjà Mm. qu'elles acceptent de répondre au marché au début. Pour chiffrer ce qu'on a fait sur cette opération, donc qui est un marché privé, hein, je le reprécise, mais parce que ça a une importance quand même conséquente. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux entreprises de chiffrer au départ la pose, mais pas la fourniture. On a décrit succinctement la fourniture parce qu'elles n'allaient pas pouvoir mettre un prix en face de la fourniture, puisque la fourniture, on l'avait identifiée avec Bobby, on l'a provisionnée avec Bobby, donc elle n'a pas été oubliée dans le budget total, mais elle n'a pas été contractualisée au début dans le marché de l'entreprise. Ce qu'on a contractualisé avec l'entreprise, c'est la pose, la manutention, et la pose. Et en gros, quand la matière est suffisamment comment dire, choisie, définie, identifiée, où on sait qui va déposer, qui va transporter, qui va remettre en état si ça a besoin de l'être, remettre sur des palettes et transporter jusqu'au chantier, une fois qu'on a identifié tout ça, on fait un avenant à l'entreprise qui a le marché pour que officiellement ce soit bien elles qui fournissent
et donc que le maître d'ouvrage soit assuré sur de la fourniture et pose. Ça, c'est très important au niveau assurance, que l'entreprise, à la fin, au niveau de son DO et de son marché, elle est fournie et posée. Sinon, effectivement, on n'est pas couvert de la même façon. Mais donc voilà, on ne l'a pas mis au début dans le chiffrage, dans la consultation, ce que l'entreprise n'aurait pas pu répondre. Donc on lui rajoute par avenant plus tard, quand on connaît effectivement le montant à mettre en face. Et sur effectivement ce que disait Théophile, on a eu le cas notamment pour effectivement les radiateurs, où les entreprises de plomberie, chauffage ont l'habitude de passer avec des gros fournisseurs où ils sont en compte, où le type de paiement c'est comme ça, c'est à réception. Enfin voilà, ils ont vraiment leurs habitudes, ils sont en confiance. Et là, en gros, on lui a fait acheter des radiateurs. Donc c'est un organe qui est quand même assez sensible, hein, c'est en pression, ça a besoin d'être qualitatif et de tenir. Et en gros, on lui dit, bon, bah, tes radiateurs, tu vas les acheter là, à lui, tel prix. Et le problème, c'est que les conditions de fonctionnement des entreprises de remise en état du réemploi ne sont pas forcément les mêmes en termes de facturation que ce dont nous, on a l'habitude sur le bâtiment. Donc, en gros, il demande un acompte au départ et il demande à ce qu'on paye tout avant le transport, avant de les faire partir de chez eux. Et l'entreprise, elle dit, en gros, je dois payer la totalité à quelqu'un que je connais pas pour des trucs que j'ai jamais vus. Et au début, avant que l'essai des radiateurs soit fait, on sait même pas s'ils vont être viables ou pas. Donc en gros, il dit, tu me demandes d'acheter des radiateurs, je sais même pas si on va pouvoir s'en servir. Donc on lui dit, t'inquiète pas, c'est bien le maître d'ouvrage qui paye tout ça au final, ça a été compté. Mais il faut vachement être présent, le rassurer. Il y a vraiment des discussions à avoir pour qu'ils prennent pas peur parce que ce n'est pas encore habituel. Quand ce sera monnaie courante, d'ici quelques mois, voire quelques années, mais pas trop longtemps, hein, ça sera vachement bien, on n'aura plus besoin de tout ça. Mais là, il y avait besoin de faire ces efforts et de donner ce temps pour que cette filière réemploi, elle grandisse, que les entreprises prennent ces habitudes. On a moins eu à le faire, par exemple, avec le charpentier. Les charpentiers, ils ont l'habitude de reprendre des pièces de bois, et si elle est viable, de la remettre. Il n'y a pas de sujet pour le coup. Sur le charpente, la discussion, elle a plutôt été avec l'assureur, de dire pourquoi vous voulez mettre une surprime à un charpentier alors qu'il en fait tout le temps du réemploi. C'est historique. Il a toujours fait comme ça. Sauf que comme là, le chantier identifié réemploi, l'assureur essaye effectivement de mettre une surprime à l'assurance. Donc là, il faut expliquer à l'assureur de l'entreprise qu'il y a Bobby, qu'il y a le contrôle, qu'il y a une mission passe réemploi, que l'entreprise, elle n'est pas toute seule si jamais il y a un sinistre sur le matériau de réemploi, pour rassurer tout le monde et leur dire, OK, on parle de réemploi, mais si on revient sur les pratiques de nos aïeux, ça s'est toujours fait de réemployer des matériaux avant d'utiliser un matériau neuf. Donc voilà, là, il faut juste rassurer tout le monde, remettre la filière en place pour revenir à des pratiques qui finalement sont ancestrales. Et qui ont été oubliées. Mais Donc, dont on est en train de se souvenir. Donc, oui. Heureusement. Peut-être une petite parenthèse aussi sur les radiateurs, on en parlait comme un élément ayant pas mal d'enjeux, et justement c'est quelque chose dont on est très conscient. Chez Bobby Réemploi, on est qualificateur technique de matériaux. Donc tous les matériaux réemployés sur le cèdre sont assurés par notre décennale. Déjà, je pourrais pouvoir revenir là-dessus après. Et au-delà de ça, on est passé par des reconditionneurs que nous, on connaît bien, qui ont une garantie produit 2 ans sur tout ce qui sort de leur processus de reconditionnement. Donc, le matériau était surassuré, sur-garanti, mais tant que l'entreprise ne le voit pas, on peut comprendre que pour eux, c'est des mots, et que derrière, on leur demande de l'argent en face, et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place, qui doit être clarifié pour tous les acteurs pour que ça devienne des procédures plus courantes et plus maniables pour chacun des acteurs. On peut revenir un peu sur le périmètre d'approvisionnement des matériaux qu'avait déjà évoqué Julie. Pour nous, il y avait 2 objectifs, si possible superposés, mais on n'a pas toujours réussi à le faire, qui était de chercher des matériaux en Bourgogne-Franche-Comté et de chercher des matériaux dans un périmètre de 100 km. Dans l'idéal, on arrive à trouver des matériaux dans un périmètre de 100 km en Bourgogne-Franche-Comté. Mais Paray-le-Monial étant plutôt au sud, effectivement, on a débordé un peu sur d'autres régions à ce niveau-là.
La prochaine slide montre un peu d'où viennent les gisements de réemploi. C'est quelque chose qui est en évolution, donc c'est pas forcément définitif, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup l'axe Lyon, Mâcon, Châlons, Dijon qui est venu approvisionner le projet en réemploi. Et une des raisons assez naturelles pour ça, c'est que, comme le précisait Julie, c'est une grande surface de bureau par rapport aux environs de Paray-le-Monial, et que pour poser 1200 mètres carrés de cloison amovible, et bien souvent il faut un projet qui en est 1500, 2000 en amont. Et que du coup, on a été contraint, on va dire, de chercher plutôt en milieu urbain certains gisements pour pouvoir couvrir la surface du projet avec un matériau qui soit qualitatif et homogène au moment de la pose. Je pense qu'on peut passer à la suite, préparation et suivi de chantier. Il y aura certains sujets qu'on a déjà abordés, mais Déjà ça permettra traité, ouais. peut-être de les aborder plus en détail. Notamment sur le marché de travaux. Alors, comme le disait Julie, on a séparé la fourniture de la pose des matériaux pour permettre ce processus, enfin, d'adapter le processus de réemploi aux habitudes des entreprises, ou en tout cas de le permettre au plus, avec une méthode plus traditionnelle de fourniture et pose sur tout ce qui était matériaux neufs. Au final, c'est tout ce que tu as déjà abordé, Julie, par rapport au marché. Ce qu'on peut préciser, mais ouais, ça aussi, on l'avait déjà dit, c'est que l'entreprise qui a posé les cloisons, donc Flexoff, a pu fortement contribuer à la fourniture, notamment sur ses propres lots, puisque, étant donné qu'elle avait son propre gisement disponible, il n'y avait plus trop de questions sur comment s'organiserait le marché, qui posséderait le matériau à quel moment. De toute façon, c'est elle qui le possède à partir du moment où celui-ci a été déposé. Par contre, sur le plan assurantiel, là, on a quand même dû demander certains documents à cette entreprise pour compléter les demandes du contrôleur technique en termes de passe réemploi. Et du coup, Flexoff, effectivement, a fourni donc les cloisons amovibles, l'isolant qui est dedans, même la barrière phonique. Alors là, c'est vraiment un coup de chance, parce qu'en général, elle est collée. Et là, quand il a fait un chantier de dépose, il en a trouvé qui était agrafé. Donc là, c'était la super bonne surprise, c'est-à-dire que c'est un matériau qu'on pensait vraiment pas pouvoir avoir un réemploi, et on a réussi à l'avoir. On a également toutes les portes. Alors, il a fourni les portes, qu'elles soient dans ces cloisons amovibles ou dans les cloisons placo ou dans les murs en pierre. Donc là, effectivement, au niveau des portes, entre qui fournit la porte, qui fabrique le cadre, qui pose le cadre, qui pose la porte, entre effectivement Flexoff, le menuisier et le plaquiste, voilà, il y a un petit tableau avec des petites croix bien à jour. Rien de compliqué, mais juste pour que ce soit clair pour tout le monde. Pareil pour les vitrages. Il a fourni les vitrages au menuisier qui a fabriqué les cadres. Il a donc fourni et posé la moquette. Et pour les plafonds, il a tout ce qui est plafond démontable, du coup, c'est lui qui le fournit et le pose. Et tout ce qui est plafond bois, c'est le charpentier qui les pose. Et donc, il a fourni les dalles de réemploi aux fabricants des panneaux sylvacoustiques, qui sont devenus, du coup, depuis des partenaires, où Flexoff continue à fournir de la dalle de réemploi pour la fabrication des panneaux sylvacoustiques. Donc Flexoff, effectivement, voilà, était un gros partenaire sur ce chantier, même au-delà de son lot à lui. Ouais. On voit qu'il a un temps d'avance sur les autres entreprises. Donc, Le vous l'avez un petit peu stockage. évoqué tous les deux, le fait de devoir réserver des fois des matériaux en avance, etc. Donc, il y a en avance besoin de stockage. Le stockage qui a été un sujet beaucoup plus gros au début du projet qu'à la fin de celui-ci, ou en conception que pendant les travaux, où la maîtrise d'ouvrage a été très, très réactive et a pu trouver à la fois un espace de 100 mètres carrés pour des éléments pas trop lourds au cœur de Paray-le-Monial, et un espace de 500 mètres carrés à 30 km de Paray-le-Monial, non chauffé, donc pas pour tous les matériaux, mais fermé et ventilé. Et ce qu'il faut voir, c'est quand on a commencé la conception et quand on commençait à planifier le stockage, on s'attendait à devoir stocker énormément de matière.
Parmi les éléments qui prenaient le plus d'espace en stockage, c'était les cloisons amovibles. Et au final, en ayant l'entreprise FlexOff qui s'intègre au projet au moment des travaux, c'est toute une partie du stockage qui au final était pris en interne et qui n'a jamais vraiment eu besoin d'être stocké ni à 30 km de Paris monial ni à Paris monial même. Il en est de même pour les moquettes dont le stockage a été en grande partie assuré par Orac, une entreprise spécialisée dans la dépose et le reconditionnement de dalles de moquettes, aussi rencontrées pendant la conception. Donc, ce stockage, au final, qui devait être un très gros enjeu, ne l'était pas forcément à la fin. Par contre, je pense que ça illustre quelque chose de très positif aussi sur l'évolution du réemploi sur 2 ans de projet. Où quand on a commencé, on avait un peu de la peine à trouver un gisement conséquent de moquettes homogènes. Et au final, pendant cette période, un acteur de reconditionnement de moquettes s'est positionné dans le Rhône, développé une filière à partir de laquelle on pouvait presque sélectionner des moquettes à partir d'un catalogue. Alors, c'est encore en développement. Aujourd'hui, ils ont un nombre de gisements qui sont limités, donc pas encore un catalogue infini. Mais on sent déjà que petit à petit, le choix de gisement peut répondre à une demande et des exigences qui sont beaucoup plus larges. Pareil, du coup, avec les cloisons qui au final ont été fournies par une entreprise qui a été spécialisée et qui avait son propre stockage. La charpente, on l'a dit, a été stockée par un partenaire. Et dans ces processus d'évolution, notamment le panneau sylvacoustique qui s'est développé avec des dalles de réemploi, des dalles acoustiques de réemploi qui aujourd'hui disposent même d'un partenaire pour les fournir. Là où au début, on avait dû visiter beaucoup de chantiers de déconstruction pour essayer de trouver des dalles adaptées à ces panneaux. Et c'est vrai que c'était un format assez spécifique sur lequel on avait eu un peu de la peine à réaliser un sourcing. Mais il y avait eu des tests pour l'adapter aussi à d'autres dalles et en passant par une entreprise qui était vraiment spécialisée dans la dépose de plateaux de bureau, on va dire, avec cloison faux plafond et FlexOff. D'un coup, le gisement était largement suffisant pour couvrir les besoins. Parfait. Donc, du coup, tu as évoqué à un moment donné le pass réemploi, je pense, pour cette opération. Tu peux peut-être rentrer un peu plus dans les détails. Tout à fait. Donc, pour les passes réemploi, c'est une mission qui a été attribuée à Alp Control, qui devait valider tous les gisements proposés en réemploi en vérifiant les spécificités techniques nécessaires pour leur usage. Ça s'est fait sous forme de fiches à remplir. Donc, vous avez quelques pages types sur la droite. Au final, le dossier est un peu plus grand, surtout avec les justificatifs à fournir en complément. Mais donc, des fiches à remplir par Bobby Réemploi pour chaque matériau en amont validé par la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre pour obtenir un visa par Alcontrol. Il faut savoir que c'est une validation qui est documentaire. Donc, il n'y a pas forcément eu un contrôle de Alcontrol sur les gisements sur site. Cette partie de qualification technique des matériaux, c'est Bobby Réemploi qui l'avait. Donc, qui devait aussi valider les matériaux recherchés en réemploi et vérifier les spécificités techniques, définir les protocoles nécessaires pour que les matériaux puissent répondre selon les fiches techniques de Alp Control aux besoins du projet et aux exigences techniques d'un espace de bureau. Collecter l'ensemble des documents, donc dans la mesure du possible des DOE, de la première pose des matériaux, ce qui peut des fois être un processus assez long, mais toujours assez riche au final, d'aller rechercher l'histoire de tous les matériaux qui sont reposés sur le projet. C'est quelque chose qui est très, très, très enrichissant et assez réjouissant. Et de vérifier l'ensemble des gisements en amont, au moment du stockage et au moment des travaux pour couvrir au travers de notre assurance en décennale tous ces matériaux. Très bien, merci.
Donc on a parlé de la conception, des objectifs, de l'approvisionnement, de la phase chantier. Donc in fine, le chantier s'approche de la fin. Donc quel bilan au final pour en matière d'intégration des matériaux de réemploi? Sur la slide suivante, on aura un bilan qui reprendra directement les objectifs dont on avait parlé, mais peut-être avant quelques on va dire, points forts du projet, si on met la slide d'avant. J'essaye, voilà, j'ai réussi. Avec un réemploi sur 10 des 17 lots. Donc, je pense que c'est quelque chose dont on peut être assez fier, c'est d'avoir réussi à vraiment mettre du réemploi un petit peu partout. Et du coup, ça fait d'autant plus de gisements à trouver, d'autant plus d'entreprises qui doivent s'engager et qui étaient à l'écoute, mais avec lesquelles il faut essayer d'échanger pour que ça puisse bien se dérouler. 50 tonnes de matériaux réemployés sur l'ensemble du projet, si on enlève les gravats, donc aussi un très beau bilan. 150 tonnes de CO2 et d'équivalent CO2 économisé sur l'ensemble du bâtiment, soit 140 kg équivalent CO2. C'est quelque chose qui va commencer à intéresser les maîtrises d'œuvre aussi par rapport aux avancées de la RE 2020 et aux différents paliers qui vont être mis en place, de se donner une image de ce que peut économiser le réemploi par mètre carré construit. À savoir que c'est une économie qu'on calcule en réel, donc en considérant seulement la partie production et traitement du matériau en fin de vie, et que dans la RE 2020, il y a toute une partie aussi utilisation du matériau et qui fait abstraction du cycle de vie qui lui donnerait, je vais le formuler autrement pour être plus clair, par rapport à la RE 2020 et le bilan nul des matériaux de réemploi qu'elle indique, le bilan aurait été encore plus positif. Mais ce bilan de 150 tonnes de réemploi, c'est celui qui a réellement été évité par l'implémentation du réemploi sur ce projet. Et au-delà de ces données chiffrées, aussi une certaine fierté à avoir dépassé les objectifs initiaux et le fait d'avoir pu réaliser un projet avec un aspect sobre et élégant, pour lesquels je trouve qu'aujourd'hui on manque encore de références, de pouvoir montrer que oui, on peut bricoler quelque chose d'un peu alternatif avec du réemploi, mais on peut aussi faire quelque chose qui ait un aspect final proche du neuf, qui corresponde à des hautes ambitions esthétiques pour des plateaux de bureau plus conventionnels, on va dire. Même si là, il y avait tout un côté qui était alternatif, plus dans le biosourcé, dans l'aspect pierre, mais pas forcément sur les matériaux finaux. Enfin, sur cloison moquette qui restait relativement traditionnel. Standard, ouais. Standard. Du coup, on repasse aux détails du Donc là, bilan. c'est la même liste, ouais, c'est la même liste que celle du début, sauf que il y a plus de choses où les chiffres ont augmenté. On s'était pas mis d'enjeu structurel au début. C'est vraiment quand il y a eu le gisement de Caluire que ça a été l'opportunité de le rajouter. Donc c'est la troisième ligne qu'on voit là sur le tableau. Les matériaux de réemploi pour les extérieurs, on a mis 50%, finalement il y aura plus de 50%. Pour les lots du second œuvre, c'est pareil, ils étaient tous à 50 et ils vont finir à plus que 50. Pour les revêtements de sol, on doit être à 70. Les plafonds, je ne vais pas compter les tasses au bois, le sous-produit. Si je comptais les tasses au bois, ça veut dire qu'on a 100% des plafonds qui sont issus de réemploi ou de sous-produits. Sur donc les menuiseries intérieures, c'est toutes les portes, tous les vitrages, toutes les poignées. Au niveau des cloisons, on a quelques cloisons placo pour des raisons acoustiques et des cloisons amovibles. Donc là, ce sont bien les cloisons amovibles qui sont de réemploi. Sur les équipements sanitaires, effectivement, on a les cuvettes de WC, les lave-mains, les lavabos, les vidoirs. Au niveau des radiateurs, l'objectif était à 50%. Au final, on est à 100% des radiateurs fonte. Et au niveau des luminaires, là, c'est peut-être le seul lot
où on avait imaginé peut-être réussir à en mettre un peu plus. Et pour des questions de sécurité, Alp Control a fait un peu un retour en arrière en nous disant, bah, par exemple, on voulait mettre les blocs de secours. Donc il a dit, bloc de secours, non, pas trop. Enfin voilà, il pouvait y avoir des appareillages électriques, des choses comme ça. Donc on s'est dit, bon, allez, on sera plus têtu et on essaiera d'aller au bout pour ces objets-là sur le chantier suivant. Et là, on a coché déjà pas mal de cases, donc on se battra peut-être un peu plus sur le suivant, sur les appareils électriques. Je On ne peut me pas tout permets de faire aussi parfaitement. revenir sur notamment sur les luminaires, où je pense qu'aussi un élément qui a été, je n'ai pas envie d'utiliser le mot bloquant sur le réemploi, c'est plutôt non compatible. C'est un souhait de la maîtrise d'ouvrage de créer le meilleur confort possible pour les utilisateurs. Et du coup, ça impliquait de poser des dalles LED d'immeubles qui, Oui, pour l'esthétique du projet, est aussi prévu en 30 fois 120. Et heureusement, aujourd'hui, le gisement de dalles LED d'immeubles de 30 par 120, un produit relativement récent et pas produit, enfin produit relativement massivement, mais encore relativement peu déposé, n'était pas là pour répondre à ce projet. Sur un prochain projet, avec plus de ce produit qui aurait été produit en amont et qui donc sera déposé, peut-être que c'est quelque chose qu'on sera aussi capable de répondre en réemploi. Mais ça montre que même avec tout ce réemploi, on a toujours privilégié le confort des Mm. utilisateurs sur l'utilisation de matériaux de réemploi, quitte à devoir faire un peu marche arrière sur certains gisements. Oui, tous ces matériaux-là n'ont effectivement absolument pas dégradé les objectifs et la qualité demandés par le maître d'ouvrage à la base. Et tu as bien raison de le souligner au niveau du confort de l'usager. Mm. Il n'y a jamais de Peut-être compromis qui a été fait à ce niveau-là. Ouais. justement visualiser en photo, donc du coup le réaliser pour avoir un aperçu de ces matériaux in situ sur le Voilà. chantier. Ouais. Donc là, c'est une vue extérieure. Donc là, on voit les murs ossature bois béton de chanvre, les caissons de toit donc qui sont avec isolation paille. Donc on est toiture tuile, hein. Comme j'ai dit, on est juste derrière la basilique, donc on a dû travailler avec l'ABF pour faire valider le projet. Mais voilà, vu qu'on est dans une architecture quand même très traditionnelle, avec ses toitures de pan, ses linteaux cintrés, ses habillages briques, le projet, il a quand même été très vite accepté par l'ABF et il y a vraiment pas eu beaucoup de discussions. Si on met la slide suivante. Donc au niveau, oui, des matériaux locaux, on a effectivement des bois locaux, notamment aussi au niveau des fenêtres. Les menuiseries extérieures qui sont au nord sont en carrelé de chêne de Bourgogne. Là, la teinte qu'on voit sur le verre, c'est parce qu'on est sur des vitrages à faible émissivité. Donc c'est ça qui donne ce reflet un petit peu plus bleu que d'habitude. Et ici, on a Et du coup, sur la photo de droite, donc là, on voit les solives du couloir qui sont en réemploi. Les solives des bureaux, elles, qui ont quand même une portée de 7 mètres, elles sont neuves. On a les dalles de moquette qui sont en réemploi. Et là, on voit effectivement dans toutes les ouvertures qui sont en pierre, tantôt ce sont des portes, tantôt ce sont des châssis fixes vitrés. Donc effectivement, dans tout ça, ce sera de la porte de réemploi ou du verre de réemploi. Sachant qu'il y a des choses qu'on a pu faire là parce que c'était du bureau. On est en train d'étudier un projet d'école. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à cause des exigences coupe-feu. Donc vraiment, quand on a des projets de bureau, il y a zéro frein. Il n'y a vraiment pas de frein. On demande tellement moins de choses en termes d'exigences coupe-feu et de performance sur les matériaux qu'il n'y a pas de frein. Sur effectivement de l'ERP, on peut quand même en faire beaucoup, mais il y a des choses sur lesquelles on sera un peu plus bloqué parce qu'on n'aura pas les PV feu. Mais sur du bureau, franchement, c'est open bar, quoi, quasiment. Donc là, effectivement, on a la moquette définitive qu'on voit posée à gauche et ensuite, elle a été protégée. Euh, pour que le chantier puisse continuer mais sans l'abîmer. Et donc la moquette de protection est aussi de la moquette de réemploi, c'est de la moquette qui est récupérée sur les salons. Vous savez, la moquette qui sert 3 jours ou 4 jours, qui fait des milliers de mètres carrés et au bout des 3 jours, on la jette. Donc là, effectivement, Flexoff récupère ces moquettes et s'en sert de soit protection de matériaux posés, soit même pour transporter ces matériaux. On voit un radiateur qui est encore filmé sur la droite et qui commence à être dispatché dans le bâtiment. Et au fond, les panneaux de plafond
qui ont été, pareil, dispatchées dans les pièces. On va voir sur des photos plus loin, là où elles sont posées. Donc là, on voit les rails de cloison amovibles. On voit, pareil, encore un radiateur là, qui est dispatché ici et les panneaux de plafond. Et donc, sur la photo de droite, on voit effectivement les cadres de porte et les cadres de châssis fixe qui sont là dans du rail placo, alors que la photo de gauche, elle est prise au rez-de-chaussée et on a la même vue au R+1. Donc, au R+2, on est sur de la cloison placo parce qu'on est en rampant. Et du coup, voilà, là, c'est faire de la cloison amovible en rampant, on perdait le sens. Et puis, c'est la dernière, je crois. Voilà, et sur celle-là, donc par exemple sur la photo de gauche, on voit la laine minérale qui va être mise dans les cloisons amovibles, donc qui est en réemploi, et on voit donc les panneaux de plafond, donc à gauche juste dispatchés dans les pièces et à droite posés au plafond. Effectivement, on ne voit pas la différence esthétiquement par rapport à des matériaux neufs. Neuf, ouais. On s'approche de la fin de ce webinaire. On n'a pas eu beaucoup Ouais. de questions. On en a quand même eu quelques-unes, donc j'affiche le Et sur bilan la photo de droite, là, pour finir, parce que du coup, Théophile tient à cette photo et il en a entièrement raison, j'apprécie. Sur la photo de droite, le poteau est un poteau de réemploi et la poutre est neuve. Donc, pour vous dire que esthétiquement, il n'y a vraiment pas de différence. Le charpentier l'a passé dans sa raboteuse et l'a amené sur le chantier. Donc, on est sur du Douglas pour l'un et pour l'autre. Donc, en fait, qu'il soit de réemploi ou neuf, ça reste du Douglas et il a la même tête. Merci Théophile d'avoir mis cette Ouais, photo. je la trouve amusante. bien. Je propose d'aborder les quelques questions qui ont malgré tout été posées. Donc, pour revenir tout au début de la présentation, donc c'est plus un constat qu'une question, mais qui mettrait peut-être un commentaire concernant la conception. Donc, il faut adapter la conception aux dimensions des matériaux récupérés en faisant référence au vitrage intérieur. Donc, ça fait partie du métier un changement pour le métier de l'architecte, d'adapter la conception effectivement aux caractéristiques des matériaux disponibles. Oui, et aussi de le faire accepter au maître d'ouvrage, de lui dire, OK, vous m'avez demandé des vitrages entre bureaux, il y aura des vitrages, mais pour l'instant, je ne suis pas capable de vous dire la dimension. Et la dimension, elle dépendra de ce qu'on va récupérer. Donc, il fallait que lui, il ait une ouverture d'esprit aussi. S'il nous avait dit, je veux que tous mes vitrages fassent, j'en sais rien, moi, 70 par 1,60 m, on lui aurait dit, OK, on peut faire, mais c'est dommage, on va couper du verre pour ça, alors qu'il pourrait être plus grand, ou alors qu'il nous laisse la souplesse de dire, bah, on va vous proposer des gisements en fonction des tailles qu'on a, on verra si on a besoin de les recouper ou pas. Et là, on a un maître d'ouvrage suffisamment ouvert d'esprit pour nous dire, OK, et ben, on va faire avec la taille de vitrage qu'on réceptionne, on va même pas les recouper. Sauf vraiment dans quelques cloisons où la longueur de la cloison fait que le verre ne rentre pas, donc il faut le recouper. Mais idéalement, on l'a recoupé en deux. On n'a pas coupé ce dont on avait besoin et une chute dont on ne sait pas quoi faire. On l'a coupé en deux. Et donc, on a mis chaque moitié dans une petite cloison qui ne pouvait pas intégrer les grands vitrages. Donc, on a vraiment cherché à minimiser les chutes. C'est pas parce que c'est du réemploi. On est resté sur le même état d'esprit que ce qu'on fait avec des matériaux neufs, c'est-à-dire qu'on limite quand même les chutes et les déchets et les emballages et tout ce qui peut être généré autour du matériau qu'on va utiliser in fine. Une Mais autre du coup, question. pour répondre, Oui, pardon. pour compléter un peu la réponse aussi à cette question, alors bon, tout ce qui est vitrage et menuiserie dans le gros œuvre, effectivement, il a fallu savoir très tôt les dimensions, parce qu'une fois que c'est posé, on ne peut plus trop les adapter. Par contre, sur tout ce qui était cloisonnement intérieur, là, il y a eu une volonté de minimiser les chutes, mais l'entreprise Flexoft, sur plusieurs des projets que j'ai pu visiter dans ses réalisations, le verre est redimensionné et recoupé pour s'adapter à la nouvelle dimension. Donc, c'est aussi possible d'adapter le matériau de réemploi à des dimensions définies. Tout à C'est fait. Nous, encore on a mieux été quand on arrive à... extrémistes. Voilà. Nous, on a été Non, extrémistes dans notre position, mais effectivement, ouais, le projet peut mettre plus de contraintes que ce que nous, on a mis. Tu as oui, tout à c'est fait ça. raison de le préciser, Théophile, Ouais, parce que c'est
OK. Aussi, donc du coup, tu as évoqué, enfin, vous avez évoqué la notion de sécurité pour les appareils électriques, tout ce qui est, en lien avec l'électricité. Justement, il y avait une question qui s'étonnait de voir, des luminaires de réemploi, et qui semble être certain qu'aucun contrôleur technique pour les accepter. Finalement, c'est le seul matériel électrique presque qui a été accepté. Donc du coup, qu'est-ce qui a fait que ces luminaires-là ont été acceptés? C'est le matériel électrique que vous avez mis en œuvre. Alors, Alors, on aurait trouvé les dalles 60-60, il aurait rien dit dessus. Là où il a tiqué, c'est effectivement sur donc, les blocs de secours, parce que ça concerne la sécurité en cas d'évacuation. Et là, il faut pas avoir quelque chose qui puisse défaillir ou on puisse se dire bah, c'est le jour où on en a besoin qui va pas fonctionner. Alors que les luminaires, si jamais effectivement les luminaires venaient à dysfonctionner et qu'on doive les changer, ça n'arrivera pas parce que Bobby fait bien son travail, elle les vérifie et tout. Mais si jamais ça devait arriver, ça n'engage pas la sécurité des usagers. Donc c'est là où en fait il y a une tolérance qui est différente entre des luminaires et entre des blocs de secours. et pour le coup, les demi-sphères qui seront reposées en luminaire font l'objet d'un relamping. Donc, en termes de matériel, c'est surtout l'enveloppe qui sera réutilisée. Au final, tout ce qui est électrique dedans sera Neuf. quasiment. Ouais, exactement. Donc, c'est aussi ça qui le permet. Et je reviens aussi même sur les blocs de secours. Il y a des organismes aujourd'hui qui reconditionnent des BAES. De nouveau, une des questions, c'était d'avoir un gisement qui soit homogène et suffisant pour l'ensemble du bâtiment. Il y a notamment normalement une télécommande qui permet de tous les activer au besoin. Et pour ça, c'est important que tous les éléments proviennent d'un même lot initial ou alors qu'ils soient intégralement retransformés. Et ça impliquait un temps et un coût qui nous ont fait décider que ce n'était pas notre priorité sur ce projet, on va dire. On est presque arrivé à la fin théorique de ce webinaire. Il y a quand même quelques questions qui sont arrivées à la fin, donc je vous demande peut-être 5 petites minutes de rallonge pour le webinaire. Les gens commencent petit à petit à nous quitter aussi parce que c'est l'heure de midi, c'est l'heure de manger. Mais ça me semble important quand même d'aborder, peut-être pas toutes, mais encore quelques questions. Je ne sais pas si vous allez, peut-être Théophile, tu vas souvent répondre. Il y a quelqu'un qui se demande si le montage de marché qui a été fait, donc du coup un marché privé, on le rappelle, de faire chiffrer la pose et ensuite la fourniture par l'entreprise, si c'est possible du tout en marché public. Moi, il me semble que c'est possible de faire des variantes. C'est une très bonne question et je suis content qu'elle arrive. Je voulais en parler, mais on est arrivé dans les questions un petit peu rapidement. On fonctionnerait différemment en marché public, c'est sûr. Si je devais donner mon impression de comment je lancerais un projet similaire en marché public aujourd'hui, j'irais d'abord voir, j'essaierais de me concentrer sur des ressources qui sont constamment disponibles, c'est-à-dire moquettes, cloisons, faux plafonds et d'autres éléments où on est sûr que l'entreprise serait capable d'acheter pour éviter de mettre l'entreprise en difficulté. Et sur ces gisements, on serait capable de demander de nouveau à l'entreprise de s'approvisionner tout en ayant une mise en concurrence du fournisseur. Il y a aussi d'autres manières de faire. Il y a la possibilité de mettre un lot pour la fourniture séparé pour le réemploi, qui lui aussi peut être mis en concurrence. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut faire un projet un peu plus ciblé. Mais Julie, tu le disais aussi, mais par rapport aux aspects techniques, lorsqu'on travaille sur un espace qui soit ERP ou un marché public, que sur ce projet-là où on a vraiment pu expérimenter et se faire plaisir, j'ai envie de dire. Aussi, les équipements sanitaires, aujourd'hui, ça pose plus de problème. Il y a des organismes de reconditionnement qui ont de la garantie derrière. Il y a plein d'éléments sur lesquels aujourd'hui, il y a vraiment la possibilité de se fournir en matériaux de réemploi comme on se fournirait en matériaux neufs. Donc, possible aussi en marché public, mais avec une autre Tout à fait. organisation. Il faut voir, c'est que Alors, nous, Julie, les marchés, ils question. ont été contractualisés en 2022. Donc effectivement, maintenant, il y a quand même plus de matériaux, plus de plateformes, même par Internet. Donc effectivement, il y a plus de facilité et on est ravis de voir qu'il y ait plus de facilité parce que
l'objectif effectivement de ce projet. Et si la région Bourgogne a été un partenaire et un soutien sur ce projet, c'était justement pour aider le réemploi à se développer et à se faciliter. Donc c'est chouette de voir les réponses qu'on peut donner aujourd'hui et qui étaient des réponses qu'on n'aurait pas données quand on était en phase de conception en 2022. Ouais, l'évolution est très rapide, effectivement. Il y a une question pour toi, Julie. En termes de coût, tu l'as abordé en revendiquant un prix inférieur à 2000 Oui, euros par mètre carré. Le coût global est-il supérieur à celui d'un projet neuf? Enfin, j'ai envie de répondre quelle est la qualité du du projet neuf, mais c'est toujours difficile de comparer. Je pense que la alors question qui se cache en dessous, c'est est-ce que le réemploi en soi a entraîné des surcoûts? C'est ça qu'il faut voir peut-être comme question. on a fait en sorte qu'il n'y en ait pas dans la façon de choisir, de mettre en œuvre. C'est des coûts. Le fait d'être à moins de 2000 euros du mètre carré pour un bâtiment E3C2, donc avec passif, avec sa production de panneaux solaires, avec effectivement ces matériaux-là, ce confort. On a une VMC double flux, on a une Swagon, enfin c'est la marque la plus chère, on a des murs en pierre massive. Quand les gens rentrent dedans, ils nous font « Oh, ça doit coûter cher, ça !» Enfin, voilà, que des matériaux. Les fenêtres, j'ai dit, on est en carrelé en chêne. Donc pas mal de matériaux, les plafonds en tasseau bois, enfin toutes des choses où on pourrait se dire ouais, ça coûte plus cher que du plafond démontable ou que de la menuiserie PVC. On voit qu'in fine, sortir le bâtiment de bureau qui du coup va pas coûter très cher à entretenir et avec des faibles consommations. Alors électriques, j'en parle même pas vu qu'elles vont s'équilibrer avec les panneaux solaires, qui vont même rapporter puisque le week-end il y a de l'électricité qui va être vendue alors que la semaine elle va être consommée. Au final, on voit que le bâtiment il revient pas plus cher. Mais par contre, ça demande vraiment intellectuellement, nous c'est ce qu'on a l'habitude de faire à l'agence, mais de vraiment déconstruire les standards. Là, dans ce bâtiment-là, il n'y a pas de doublage, il n'y a pas de chape. Là, il y a des plafonds, on a des opérations, des fois il y a moins de plafonds que ça encore, mais voilà, ça demande vraiment de raisonner le bâtiment différemment, parce que tout ce qu'on n'a pas mis, c'est du budget qu'on a pour des matériaux qualitatifs, que ce soit du neuf ou du réemploi. Mm. Et Dans effectivement, c'est difficile aujourd'hui, avec le temps et l'organisation qui est demandée, de faire du réemploi moins cher que du neuf. Mais l'objectif était de le proposer, comme l'a dit Julie, au prix du neuf. Et ça a déterminé certains éléments, notamment le prix de rachat de la charpente de Caluire par le charpentier qui a été fixé par le prix du bois non raboté. Donc il y a eu toute une série d'adaptations aussi pour trouver ces prix qui devaient correspondre. Alors, on va arriver à la dernière question, je pense, ou aussi la dernière, parce qu'après, on va s'arrêter. Concernant, je pense que tu y as répondu, mais on va revenir dessus. Concernant la validation des matériaux, est-ce qu'il y a eu des tests pour les valider par le bureau de contrôle, ou est-ce que c'est sûrement sur la base de documents et contrôle visuel ou méthodologique? Ça dépend des matériaux, mais je dirais le plus sensible qu'on a évoqué là, donc les radiateurs en fonte. Pour ceci, l'organisme qui s'est occupé du reconditionnement, enfin l'entreprise qui s'est occupée du reconditionnement fait des tests sous haute pression pour s'assurer que les radiateurs soient suffisamment qualitatifs. D'ailleurs, il y a eu plusieurs éléments qui avaient subi des dégâts liés à du gel, puisqu'ils se trouvaient dans un immeuble de logement auparavant qui avait certains appartements qui n'étaient plus habités depuis quelque temps, et il a fallu remplacer certains de ces éléments. C'est ce dont parlait Julie, avec un doute sur quel serait le prix définitif, où on se doutait que le surcoût ne serait pas trop conséquent non plus, mais où jusqu'au dernier moment, on n'avait aucune certitude sur ce cas-là. À savoir qu'à côté, on passe souvent des radiateurs en fonte, et des fois, on arrive à identifier leur état beaucoup plus en amont, notamment si on sait que le bâtiment a été chauffé jusqu'au bout de sa vie. Là, ça a été un coup un peu spécifique. Je n'ai pas forcément une mauvaise surprise, mais quelque chose auquel il a fallu s'adapter. Après, c'est Oui. des choses qui se provisionnent.
Quand on fait le budget, effectivement, au début, on avait un lot qu'on va appeler fictif, que nous on avait appelé lot Bobby Réemploi, qui est tout le budget qu'on allait passer par avenant après dans les entreprises. Bah, effectivement, dans ce lot-là, on met des précautions, on met du transport, de la manutention, des éléments éventuellement cassés, ou bah, peut-être qu'on va pas avoir le lot, qu'il va falloir en prendre un autre et ça va être un peu plus cher. Donc voilà, il y a une précaution à prendre sur la provision budgétaire des matériaux de réemploi. Et ça, En c'est tout un cas, exemple. Et puis, pour d'autres matériaux sensibles, c'est de nouveau dans Space Réemploi qu'on a dû donner la marque ou le modèle ou l'année de production du matériau pour que ça passe. Donc, sur les matériaux avec beaucoup de risques, il y avait soit une grosse documentation, soit des tests, soit des contrôles visuels par les artisans qui avaient déjà l'habitude de voir ces matériaux. Je pense notamment à la charpente, Les charpentes, ouais. pour s'assurer que le matériau soit conforme à son usage. Donc oui, il y a eu des tests. Ok, très bien, merci. Alors là, cette fois-ci, il va vraiment falloir qu'on se quitte. Le chantier est très chouette, on pourrait en parler des heures. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus. Vous avez les félicitations de certains participants dans le chat pour ce beau Merci, c'est projet qui a de nombreuses vertus. Pour aller plus loin en matière de réemploi, comme j'ai évoqué au départ, ce webinaire fait partie d'un cycle de 3. Donc, premier concernant l'assurabilité avec Estelle Climat, Socotec Immobilier Durable comme intervenante. Le deuxième sur le fonctionnement des 3 matériothèques opérationnelles en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, le dernier aujourd'hui, comment réussir à mettre en œuvre ces matériaux. On a vu que c'est totalement possible de le faire et de le faire de façon esthétique, pas forcément plus cher et qui fonctionne, évidemment. Donc, tous ces webinaires sont disponibles en replay sur le site de Pôle Énergie. Même si je sais que ce webinaire fait partie d'une animation territoriale en Bourgogne-Franche-Comté, je sais que vous êtes nombreux de ne pas être actifs en Bourgogne-Franche-Comté, mais je veux quand même faire la pub pour la communauté régionale en Bourgogne-Franche-Comté de réemploi. C'est simplement un Google Group qui réunit tous les acteurs. On a désormais plus de 200 qui s'intéressent au réemploi dans le bâtiment. Il y a possibilité de faire connaître son projet, partager des recherches de matériaux ou faire connaître des gisements ou échanger simplement avec d'autres acteurs dans la région. Et avec ces mots de fin, je vous remercie de votre attention. Je remercie Julie Ergot de l'atelier Ergot et Farabosque et Théophile Ray de Bobby Réemploi pour votre présentation, vos interventions. Très pertinent, très intéressant. Je vous dis bel été à tout le monde. À bientôt et merci. Merci, au revoir à tous. Merci Lina. Merci. Merci Théophile. Merci.